Vos vau parlar d'un país que vol viure. Vos vau parlar d'un país que morits. La terra la coneixets e la vostra amics és la teuna, vinyerum. La terra la coneixets e la vostra amics és la teuna, vinyerum. Rencontre avec Claude Marty de Coufoulens, près de Carcassonne. L'instituteur, passionné par son métier, pratiquait une pédagogie active avec ses élèves. Le chanteur occitan est né du bouillonnement de mai 68. Il a été un des révélateurs des questions et des problèmes qui ont traversé l'Occitanie pendant plusieurs décennies, notamment la crise viticole. Il s'est investi dans les comités d'action viticole à travers ses chansons et son engagement dans les actions sur le terrain. Mon papa, il avait une icône, c'était le savoir. Et chez moi, il avait peint au-dessus de la porte « Educarse y educar », s'éduquer et éduquer. Il me disait souvent qu'un jour, à force de se parler, à force de savoir, engrangé dans le coffre-fort de nos crânes, un jour on finirait tous par être beaux, juste, libres et en bonne santé. Et alors donc c'est à partir de là, à partir de cette conception de l'univers et de la vie, que je me suis construit, parce que avant d'aller à l'école primaire, j'allais à l'école première, qui était celle de mes grands-parents, et en particulier de mon grand-père. On allait au jardin, c'est là que j'ai appris des chansons, c'est là c'est là que j'ai appris aussi plusieurs langues, tout doucement, comme un jeu de piste. Tu sais, il y avait à Carcassonne, il y avait un kiosque à journaux, près du porteur des Jacobins, à un endroit que les gens appelaient le Petit Nice, parce que c'était en plein soleil. Et là, il y avait le kiosque Ramon. Ce Ramon avait toute la presse de la République, de toutes les tendances. Il y avait tous les Espagnols de la diaspora qui venaient le soir, à l'heure de l'apéro, ben, pendant la journée, ou le dimanche, toute la journée. Ils venaient refaire le monde à leur mesure, ou à leur en dire des mesures, comme tu veux. Et je me rappelle, il se passait les journaux La TNT, et El Socialista, El Mundo Obrero, et ça discutait ferme, voilà. Ces gens-là refaisaient le monde. Et moi, je circulais entre eux, je jouais avec d'autres gamins. Et c'est tout ça, un peu. Mon enfance, c'est tout ça, avec ce personnage bienveillant, toujours bienveillant. Partant du principe que l'homme n'était pas, c'est marrant, l'homme n'était pas né natif mauvais, mais que c'était son ignorance des choses et son ignorance de lui-même qui le faisait mauvais. Quand je m'en souviens, il ne pleut jamais sur mes souvenirs. Il fait toujours soleil. Est-ce que par hasard tu n'es pas un drôle d'instituteur? Je préférerais être instituteur drôle. Alors les enfants pour moi c'est un âge vulnérable de la vie, mais c'est aussi bon, c'est un pari pour demain quoi. Finalement si tout ce à quoi on croit débouche, ceux qui le mettront en œuvre, ceux qui le vivront vraiment, ce sont ceux qui maintenant ils sont petits. Le métier d'instituteur, c'est un métier que, si j'avais à choisir de nouveau ma vie, c'est un métier que je referais avec un immense plaisir. En fait, le plaisir d'être instit, s'il y a un génie pour être instit, c'est réapprendre le monde avec les enfants. Géographie. Nous, on partait, et c'est pas la Bible ce que je raconte, hein, c'est moi. On partait avec les enfants, on montait aux pêches de Leucla, 280 mètres. On avait une vue à 360 degrés sur tous nos horizons. Alors on partait avec nos cartes, nos boussoles. La carte, elle fait de ton oiseau. Tu montes, tu montes, tu montes.
Et elle te dit, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Si on continue vers là-bas, les ailes étendues, on est poussé par le cerf. Oui, monsieur, le cerf, le vent qui vient de l'ouest. Et qu'est-ce qu'on va trouver après les Corbières? Une mer, monsieur, la Méditerranée. Et si on continue, monsieur, l'Italie, monsieur, la Corse, et vers là-bas alors, vers le nord, oh, monsieur, si on continue, un jour on finit par arriver à Paris. C'est la découverte du monde. Moi, mes grands-parents viennent de... On va le marquer sur la carte, ça, on est revenu en classe. Alors bien sûr, on revient en classe, on dessine, là-haut on a dessiné, on a photographié, et on va faire le compte rendu de notre promenade. Comme si c'était vraiment un journal d'explorateur. Et c'est comme ça, la méthode de Freinet, c'est tu partir de ce que tu es, partir d'où l'on est, pour aller vers les autres, et pour, par exemple en géographie, pour faire le tour de la Terre, avec le point fixe que tu as qui est chez toi. Voilà, tu vas de ce que tu es, du pays où tu es posé, tu vas à la découverte du monde. Comment as-tu été amené à pratiquer la méthode Freinet? Tout à fait dans mes débuts, je suis allé faire le stage de l'école Freinet à Montauban, je me rappelle. Bon, parce que autour de moi, j'ai eu la chance, par exemple, de prendre une classe d'un institut qui était parti ailleurs, qui s'appelait M. Sarda, qui s'appelle toujours M. Sarda, et lui, il fonctionnait avec l'esprit de l'école Freinet. On écrit, on se parle, il y avait tous les textes libres, qu'est-ce que tu as fait hier, raconte-nous, etc. On va l'illustrer, on va le dire devant les autres, si c'est beau, on va le jouer, s'il est bon. Et lui, il était déjà là. Et moi, j'ai pris sa classe, clé en main, si tu veux. Ouais, c'est-à-dire, j'ai voulu, ça me plaisait beaucoup, et j'ai voulu en savoir plus, tu comprends? Et c'est comme ça, finalement. Et alors, en plus, là, j'ai eu la chance insigne d'avoir dans mes débuts, et pendant des années, un IDEN, inspecteur départemental de l'éducation nationale, M. Clément. Et M. Clément nous a beaucoup aidés. Il était lui aussi très convaincu. Il disait, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres. La vie, elle est votre meilleur auxiliaire. Elle est votre meilleur levier. Vous avez raison, faites ça, attention, là tu te trompes. Mais voilà, cette chose extraordinaire, c'est les collègues, l'envie, et puis on a eu quand même quelqu'un qui est venu nous dire, ouais, vous faites bien, vous avez raison. Tiens, inscris-toi à ce stage, inscrivez-vous, je sais que ça va vous plaire. Tiens, je vous ai porté un livre qui va vous intéresser. Voilà, l'école moderne, l'école qui laisse entrer la vie. Alors ça ne voulait pas dire qu'on faisait n'importe quoi, après, pas du tout. Bien, on apprenait à exposer, à rationaliser, à essayer de trouver les raisons des choses, le pourquoi des choses, d'aller au-delà de ce qui était visible et perceptible. Mais on partait toujours d'une base sensible. Cette base sensible, c'était chacun d'entre nous, c'était le groupe, c'était le pays dans lequel on s'inscrivait, c'était les sons de ce pays, parlent des langues d'Ossien. Est-ce que tes élèves parlaient occitan? Il y en avait qui savaient le parler et qui n'osaient pas. Il y en avait qui comprenaient. La plupart comprenaient tout. Hein, parce que alors je faisais venir les parents. Les parents occitanophones, les non-occitanophones. Et on se faisait une soirée. Non, mais monsieur Malati, vous croyez que ça intéresse ce que je vais raconter là? Mais bien sûr que ça nous intéresse. D'ailleurs, on va tous le prendre. On va tous le prendre comme on l'entend. Et après, on rectifie en classe. Mais voilà, là, on a fait ça avec les règles de l'écriture de la langue française. Je vais vous indiquer une autre manière de faire. Donc, c'est toujours à partir de l'entendu, du perçu, à partir du réel, à partir du vivant. Et tu arrives après à décoder tout ça, à le codifier si tu veux, etc. C'est en fédérant une communauté de quartier ou de village
autour de toutes ces choses-là, du plaisir de la découverte, du plaisir des enfants, de son propre plaisir que tu arrives à aller loin, parce qu'à un moment, c'est le village qui te porte. Et sinon, tu ne ferais pas tout ce que tu fais. Moi, avec ma collègue, on a fait des classes de mer pendant 15 ans, un mois, mais c'était parce que le village, il était dans notre spirale, et nous étions dans la spirale du village. Et donc, voilà. Et Calajuda, Almestre, Calajuda et Marty, Calajuda, ils veulent aller en classe de mer, et en Plarazou. Les gamins, ça va leur faire du bien. Pour réduire au minimum les dépenses de déplacement, tout ça, c'était un petit village quand même. On partait les gosses, on était 30. Et les enseignants, etc., plus les ASEM. Et donc, les parents étaient là, ils arrivaient avec leur bagnole. Ils amenaient les gosses, on prenait une assurance, etc. Et on mettait tout le matériel qui nous était nécessaire. Alors, on avait les salles de classe, mais il y avait les tables, elles étaient nues. Alors, il y avait les deux tableaux, la dotation ancrée, et les cartables, et tous les cartables, plus les cartes, les machines, tout ça. Et comme camion de transport, on n'avait que le corbillard. Et donc, on arrivait avec le corbillard en classe de mer à la Nouvelle. Et dès qu'ils voyaient le camion, ils enlevaient les pompons, bien sûr. Dès qu'ils voyaient le camion bleu conduit par le garde de Champêtre, par le garde Albert, ils disaient, putain, il y a Koflens qui arrive, vite, etc. Ils se préparaient, il y a le corbillard qui arrive. Et nous, on suivait tous. J'ai acheté une lunette astronomique. Pour moi d'abord, parce que j'ai toujours aimé l'astronomie. Une belle lunette, selon les objectifs, selon les oculaires surtout. On arrivait à 300, grossissement de 300. Alors on a commencé à regarder les lunes. Monsieur, il y a des montagnes. Alors bien sûr, il fallait que la lune soit là, que la nuit soit là. Donc on se donnait rendez-vous à l'école, des fois, à 7 h du soir. Et alors, ces gamins, c'est comme Galilée. Ça m'a rappelé Galilée, le premier, Jean-Paul, il s'appelait. Le premier qui a regardé dans la lunette, qui a regardé la lune, il a fait « Ah ouh ! Qu'est-ce que tu vois, Jean? Qu'est-ce que tu vois, Jean-Paul? Il y a des montagnes là-haut. » Et Galilée dit « Je regarde l'astre de la nuit et j'y découvre l'ombre portée des montagnes et des mers. » Et alors, c'est Jean-Paul et Galilée, ils ont le même choc en regardant la Lune. Et c'est ça. Et alors après, j'avais les parents qui venaient, les cousins, les cousines, et j'aurais dit, écoutez, vous n'êtes pas obligés de venir. On va faire tourner la lunette astronomique dans le village. Et il l'a gardé 15 jours ou une semaine, pas plus de 15 jours. Et il regardait les étoiles avec la lunette astronomique de l'école. En tant que chanteur occitan, tu avais une aura. Comment était-elle ressentie par les élèves? Elle vivait très bien, parce que je leur apprenais des chansons. Je leur faisais des chansons. Alors, c'est des chansons... on partait en classe de mer, alors... ils faisaient des chansons avec moi. Moi, je faisais des chansons pour eux, ils en faisaient pour moi aussi. Je me rappelle, il y avait des chansons. Alors, on mélangeait les langues, il n'y avait aucun problème. Ces chansons disaient « Le soleil ouvre sa porte et s'élance dans le ciel, et sous le vent qui l'emporte, le gabion étend son aile. Polido giornado, c'est à quel pays, d'aria la montagne, est-ce le paradis? Le voilier, il se voile dans le port de la Nouvelle. Le cerf se fait claquer la toile et le pousse vers la mer. Polido giornado. » Voilà, c'était une de nos chansons de classe de mer. On avait fait le refrain en occitan avec les gamins. On avait taillé les couplets. Voilà, c'était normal. Si tu veux, faire de l'occitan dans ma classe, j'avais derrière, je me dis, il faut le faire. Tu es chanteur occitan, il faut le faire. Mais en plus, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et toujours, quel que soit l'écrit, quel que soit l'oral, trouver, je le disais pas ça, mais trouver dans chaque enfant ce en quoi il est excellent. Quand tu es excellent dans quelque chose,
et que tu l'enseignes aux autres, que tu démontres donc à tes propres yeux et aux yeux de la communauté ta propre excellence dans un compartiment de la vie, après, ils deviennent forts en autre chose. Parce qu'ils se font confiance. Et que les autres te font confiance aussi. Voilà. Je sortais d'une classe à Carcassonne, où l'instit toute l'année m'avait fait faire des punitions. Et heureusement que j'ai eu Claude derrière, parce que j'ai pu poursuivre mes études, parce que ça a été assez traumatisant avec cette personne-là. Du coup, Claude m'a réconcilié un petit peu avec les études. Tu as été instituteur pendant des décennies. Et comment tu as pu concilier ton métier d'instituteur avec la chanson occitane? Parce que, bon, c'était pas évident. Déjà, c'est une chanson radicale, donc au niveau des autorités administratives, comment ça s'est passé? Avec les élèves, comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est très bien passé avec tout le monde. Avec mes élèves, les familles, tu sais, c'est les familles qui disent ouais c'est bien ou j'ai été toujours soutenu par les familles du village et les gamins étaient heureux de chanter, que je leur apprenne des chansons, qu'ils en créent eux-mêmes, voilà, c'était Martí cante un occitano, allez, Macarena fa parler canta. Donc on a été une classe chantante et tout le monde a pris ça très bien. Et lorsque j'ai eu le prix de l'Académie Charles Cros, les autorités académiques, en particulier mon inspecteur, on appelait ça inspecteur primaire, l'IDEN, inspecteur de l'éducation nationale de secteur, donc, qui hélas a disparu, qui s'appelait M. Clément, il m'a dit voilà, s'il vous faut un jour pour aller à Paris, chercher votre prix, faites-le. Parce que, voilà, nous sommes heureux du prix que vous avez. La profession d'instituteur, indépendamment donc du fait que pour moi c'est quelque chose que j'aime faire, c'est aussi cette espèce d'aspirateur à réel qui me permet de chanter. Et inversement, tout ce que j'accumule lorsque je chante, c'est-à-dire des paysages, des gens, des consciences, des volontés de lutter, de survivre, tout ça, je l'accumule dans moi. Et ça repasse ensuite pour mes enfants, là-bas dans la classe. Ce qui fait que, finalement, lorsqu'on me dit qu'est-ce que tu es instituteur ou tu es chanteur, ben je suis un instituteur chantant. Quel a été ton parcours avant 68? Mon quartier a beaucoup joué là-dedans, ma famille aussi, mais mon quartier beaucoup. Et j'avais mes études aussi. Alors j'avais les instituteurs laïcs, je savais ce que c'était que la laïcité, c'était la tolérance. Cette chose-là, j'ai pris ça à l'école, puis il y avait l'histoire, la République, la convocation des États généraux. Notre institut nous faisait jouer ça, je faisais partie du 15 États, moi. Et de temps en temps, on faisait des extras, on tapait sur la noblesse après être sorti de l'école à cours doublés. Parce qu'on y croyait, on était en plein dedans, Et puis il y avait le quartier, il y avait la CNT qui venait chez moi, il y avait El Mundo Obrero, il y avait tous les gens tous les gens de la diaspora espagnole, il y avait tous les languedociens aussi, qui avaient leurs opinions. J'ai fait un passage aux jeunesses communistes, la rotation aux jeunesses communistes espagnoles d'abord. Puis après, jeunesse communiste française, tout ça, j'ai vendu l'Humanité Dimanche, j'ai vendu l'avant-garde, la jeune avant-garde révolutionnaire, tout ça. C'est comme ça, petit à petit, tu essayes. Je suis allé avec les jeunes camarades américains. On avait voyagé dans l'Allemagne de l'Est, c'était un voyage de rêve pour nous. Et puis il y a eu les événements du monde aussi qui ont influé sur toi. Il y avait les guerres froides, il y a eu le printemps de Prague, et puis les assassins du printemps. Et là, il y a eu 68 pendus aussi, tout est possible. Il y avait Paco Ibáñez qui chantait, qui était aussi à Paris, et puis il y avait Raimon. Non, disons, nous sommes des chez moi, non, disons, non, nous ne sommes pas de ce monde. Et voilà, on s'est dit, mais la chanson, notre chanson de lectime, notre chanson des fêtes de quartier, parce qu'ils se chantaient aussi beaucoup en accident aux fêtes de quartier.
il se chantait comme une balade et pas comme un hymne. Il se chantait des choses, ma fenêtre, il y a un arzelou, toute l'année cante sa cançon. Il y avait ça qu'on chantait au radio crochet, puis il y avait les chansons de la République d'Espagne, El ejército del Ebro, barabum barabum bam bam, el ejército del Ebro, barabum barabum bam bam, una noche el diluvio pasó, ay Carmela. Parle-moi de ton premier disque, là, justement Occitania, et comment tu t'es dansé un peu tout seul. Alors quelques l'idée copains. déjà, l'idée d'un disque, je pense qu'elle était dans l'air. Parce qu'on avait des 45 tours de Raymond, on avait écouté Paco Ibáñez, et puisque tout est possible, pourquoi la langue d'oc, la langue du travail, la langue des poésies, qu'on entendait des chansons, pourquoi elle n'aurait pas elle aussi sa légitimité, puisque d'une certaine façon, vu le plaisir qu'avaient les gens à les chanter ou à les écouter, celles que je t'ai chantées tout à l'heure par exemple, pourquoi elles avaient elles aussi leur légitimité. Et alors donc, on s'est dit, on va enregistrer les chansons. Alors, moi j'avais un magnétophone, il y avait 2 ou 3 vitesses, je ne me rappelle plus. Et alors, on s'est enregistré, on était 3 ou 4 là chez moi, rue du Pont-Vieux, et on a commencé à faire nos chansons. Puis quelqu'un a eu vent de ces 4 ou 5 péducres qui chantaient leurs chansons rue du Pont-Vieux, et puis c'est arrivé aux oreilles d'Yves Rouquette. C'est arrivé aux oreilles de Robert Laffont, de Boisgontier et Jean Narzac. Et un jour, ils sont arrivés après m'avoir écrit et on aura chanté nos chansons dans la cuisine où il y avait une bonne sonorité. Et puis, ils ont dit, on va racler le livret de la caisse d'épargne et on va faire un 45 tours. Et c'est comme ça que ça a commencé. On a enregistré, je crois, on a enregistré à Carcassonne chez M. Savi, de quoi faire un 45 tours. C'était un passionné d'enregistrement. Et puis ensuite, le premier 45 tours est sorti, il s'est vendu du bouche à oreille en une semaine, on a vendu 1500 disques. Et puis, tout doucement, un disque entraînait l'autre par les bénéfices générés. Et on s'est dit, on va faire une société coopérative. Et ça a été la société coopérative, Ventador qui est née, puis bon, d'autres chanteurs sont arrivés, d'autres musiques, cette espèce de spirale. Moi j'avais commencé à chanter au café du coin, au café des Espagnols, puis dans des foyers autour, à Alzone, à Roulens, et puis petit à petit, cette spirale est devenue de plus en plus forte. Il exprimait à travers ses chansons ce que ce peuple viticole, ce peuple du Midi avait dans les tripes, mais que Marty, évidemment, le poète, le chanteur exprimait. Et je dirais cette anecdote. C'était à Fabrezan, je crois, un des villages des Corbières, dans ces tournées populaires de Claude Marty. Et à la fin de la soirée, il y a un grand homme qui se lève, il était grand et costaud, c'était Jean Vialade, figure des Corbières, avec une voix de stentor, leader incontesté, qui dit « Marty, il y a 700 ans qu'on vous attend ». Et puis, je ne sais pas comment, j'ai fait la première partie de Georges Brassens. Puis Paco Ibáñez m'a emmené avec lui. Et avec lui, c'est « Este que canta, pues mira ». Et c'est tout ça, c'est une amitié qui dure depuis lors. C'est-à-dire, je te parle des années 75, 76. Et alors, avec Paco, il faut savoir une chose, que je le dis parce que c'est. Jamais personne, finalement, avait fait ça pour nous. On faisait l'art méditerranéen avec le théâtre du Midi. Et alors, le premier soir, on était deux, on avait Paco et moi. Et j'ai fait la première partie. Et le lendemain, il m'a dit, bon, maintenant, c'est moi qui commence. Et je dis, non, moi, je personne. Il m'a dit, non. Ou on fait comme ça, ou alors on chante chacun à part et dans des villes différentes. Et donc, moi qui étais connu du café du coin et du demi-canton de Carcassonne-Ouest, voilà, brusquement, avec un Paco Ibáñez, connu par tout le monde, chanteur universel, déjà, qui faisait ma première partie.
Et puis le lendemain, c'est moi qui faisais la sienne. On s'est trimballé comme ça tout autour de la Méditerranée. On a commencé du côté de Nice et on a fini à Serrette, je me rappelle, après être passé au Palais des Congrès à Perpignan. Et puis à Nice d'ailleurs, on avait rencontré Claude Nougaro, aussi vieille amitié qui a commencé à ce moment-là. On était soutenus ce soir-là. Alors, Claude Nougaro chantait au théâtre, moi je chantais dans un centre culturel, on s'est retrouvés à manger chez quelqu'un de la famille de notre camarade rugbyman Herrero. Et Herrero, ça a été notre soutien de tous les jours, pendant toutes les années que nous suivions. On allait à Toulon, hop, Daniel était là. Souvent, il amenait des gens de l'équipe de Toulon avec lui. Donc, ce sont des amitiés qui ne se sont jamais démenties. Et quant à Claude Nougaro, bon, cette présence passion, ça va dans les Corbières, quelquefois il s'arrêtait ici. Et voilà, ils auraient beaucoup à raconter. Claude, c'était non seulement un orfèvre en la matière, c'était le grand chanteur. Il disait, je suis un Occitan qui chante le blues. Un peu comme Jean Bielade du comité d'action viticole disait pour se définir, je suis un citoyen du monde enraciné en Corbière. C'était un peu, d'une certaine façon, ils se ressemblaient l'un et l'autre. Les premières années à Ventadour, ça a été un peu la galère quand même. Vous enregistriez dans des conditions précaires, enfin dans des garages, là. Et même il m'a été dit dans le studio de FR3 Toulouse. Oui, ça nous est arrivé. Alors là, on a bénéficié de ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui le réseau. Il y avait des gens qui étaient techniciens dans telle boîte ou dans telle autre, qui travaillaient pour l'ORTF, etc. Et on les disait, venez là, on ne vole à personne parce qu'on prend sur notre temps libre, vous allez profiter de notre savoir. Bon, ça se passait à Paris, ça s'est passé à Toulouse. Et puis après, on a commencé chez Savy à Carcassonne. Puis on a enregistré. Dans les garages, c'était pour plier pour mettre les disques dans les pochettes et coller les pochettes. C'était chez Janine et Raymond Bernabeu. Et donc, voilà, c'était les bonnets. Nous, on était, les plieurs de disques, c'était aussi nous. On était un peu les bénévoles de la chanceur également. Hein. Mais enfin, il y avait des tas de gens qui se réunissaient autour de ça. Et finalement, après l'accord, c'était que l'argent gagné servait à produire d'autres disques. Il fallait qu'on produise, qu'on en fasse beaucoup. Et voilà, on était remboursés, on se remboursait du plaisir, et pouvoir être ensemble, faire des choses ensemble. Bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Tout cela allait de soi. Alors, bien entendu, le rapport avec les bénévoles non chantants, c'était rapport normaux. On était dans une sorte de fratrie. Et dans cette fratrie, on faisait chacun. Et on ne pleurait pas. Je peux vous assurer qu'on ne pleurait pas. Tout ça a été d'une extrême gaieté. Mangiaben soque calio, et bebien soque calio. Et puis, quand on savait, on faisait une paire de réunions coopératives par an. Que on avait vendu 5000 disques de celui-là, 6000 de celui-là, que les finances on rayonnait là. Et alors, on avait ce plaisir-là, et puis le plaisir, c'était un outil finalement, le disque. C'était pas seulement la mise en circulation publique presque officielle d'une langue, c'était aussi les disques nous suivaient et souvent nous précédaient. Parce que, dans les radios, on commençait à nous passer, il y avait... moi, j'avais fait un grand échiquier de chancel, on a fait plein de trucs, là, le réseau a fonctionné à fond. Et voilà, petit à petit, cette mayonnaise a pris, on a couvert de plus en plus d'espace, on a touché de plus en plus de gens, et puis, on a souvent coïncidé avec des grands mouvements sociaux du Sud. Le Larzac, nous montions, au début on a chanté, c'est la création des 105 qu'on chantait à la cavalerie. Je crois que avec Étienne, il y avait Étienne Palot qui draguait tout ça. Et on était, entre les paysans du Larzac, nous et nos familles, on était 200 dans la salle.
Et on était 100 000 quelques années après au Rajal del Gorg pour le Larzac. Et pour le comité d'action viticole, c'était pareil. Ce pays combattant pour que la vigne puisse continuer à pousser chez elle. Ça paraît extraordinaire. C'est comme ça que c'était perçu. Jean disait, nous sommes les combattants de la civilisation de la vigne et de l'olivier. Combat qui a commencé il y a très longtemps. Ves perché m'han pas dit a l'escola, perché m'han pas dit, ves perché m'han pas dit a l'escola, l'unun de mon pays. Alors, perché m'han pas dit a l'escola? Perché m'han pas dit a l'escola? Parce que, en particulier, moi je me suis régalé à l'école primaire, mais c'est après que je me suis aperçu qu'il me manquait des choses, parce qu'il y avait ce qu'on appelait les programmes officiels qui étaient destinés à enseigner tous les enfants, depuis Dunkerque jusqu'à Tamanrasset, enseigner exactement la même chose, et en particulier sur le plan de la culture, sur le plan de l'histoire. Alors l'histoire, je sors d'une époque, j'avais 10 ans, avec quelques instits qui commençaient à prendre la distance, mais sinon, on avait la Bible, c'était le bouquin d'histoire. Le bouquin d'histoire, c'était les dates, les rois, les machins, les batailles. Alors on avait une petite embellie, c'était la Renaissance, c'était les grandes découvertes, mais sinon c'était vraiment l'histoire des Capétiens et des Bourbons, c'était... voilà, Saint-Louis presque était devenu un saint laïque, quoi. Et perché m'han pas dit à l'école, bien sûr, pourquoi on m'a pas dit, par exemple, l'histoire, absente totalement l'histoire de la croisade contre les Albigeois. Ces choses-là n'existaient pas. Il y avait, par exemple, j'ai un bouquin d'histoire qui dit, le grand génie je crois, de Philippe le Bel, ça a été d'agrandir le royaume. Par tous les moyens. Et oui, par tous les moyens. Bon, mais voilà, bel exemple pour la jeunesse. Parce que ce par tous les moyens sous-entend des choses qui sont quand même pas très exemplaires. Grâce à la chanson, après, moi, j'ai été au grand moment de la libération de l'Espagne, quand Franco est mort, et qu'il y avait des kilomètres sur les Ramblas de gens qui attendaient pour aller voir des films qui auraient été interdits avant. Et nous, on allait au cinéma, et puis le soir, des fois, au théâtre grec, tout ça, c'était nous qui chantions. Avec le comité d'action, on s'est élargi au monde aussi, puisque avec Jean Vialade, on a fait le tour d'Allemagne avec eux, c'était organisé par les Verts, par les Grunes. Et on est allé en Italie, on est allé en Hollande, on est allé dans plein d'endroits, toujours avec le comité d'action, pas échange, en Bretagne, on est allé en Corse, en France bien entendu, le Tour de France des différences linguistiques, des différences culturelles, ça aussi c'était extrêmement plaisant, on était extrêmement heureux. Le Midi est un pays de tradition, c'est un pays de folklore, et la chanson, à un certain moment, a une résonance et un aspect politique. Et là, Marty apporte quelque chose. C'est une chaleur qu'il apporte aux gens du Midi, et c'est un message qu'il apporte aux gens hors du Midi. Marty est certainement le point de liaison dans quelque chose qui vit dans une incompréhension très très grande. Sense n'era un segur, sapendo che viure vuol dire. Sense n'era un segur, segur i sets d'Ariel Azul, segur i sets d'Ariel Azul. Ben écoute, Montségur, pourquoi Montségur? Parce que d'abord c'est un lieu, même si tu connais rien à l'histoire des Cathares, à l'histoire du Sud, si tu connais rien à l'Inquisition, tu arrives par le col du Tremblement, là tu montes par Montfarrier, tu arrives au col du Tremblement, et tu as ce truc, comme un nid de pierre dans le ciel, comme un bateau prêt, tu as levé l'ancre alors. Et déjà tu te poses quand même, c'est déjà le choc. Tu te poses déjà des questions. Et puis, et alors je vais te dire, j'y suis monté à Montségur, j'avais 17 ans la première fois, avec un prof extraordinaire. J'ai eu
des chants à répétition. J'ai eu un prof extraordinaire qui s'appelait René Nelly. Ouais. Et René Nelly, qui nous parlait, il nous parlait des cathares, il nous faisait classe d'occitan le soir. Je te parle des années 57-58, là. Montségur, parce qu'avec toute la symbolique, quoi, Montségur, c'est Masada, c'est le siège de Saragosse, c'est toutes ces choses-là. C'est un endroit où tu sais que, de toute façon, tout est perdu parce que la force a presque toujours écrasé le droit. Mais ce qui reste va ensemencer les années, les siècles après. Et c'est là que la force ne prime pas le droit. C'est là que le droit, finalement, prend le devant de la scène, devant la force. Et c'est ça, Montségur, c'est ça. C'est relié, bien sûr, la chanson, j'avais envie de faire une chanson là-dessus. Al vilatge sempre tensiu, ai marrí de reputació, que fa que mal, que fa que bé, passi per un savi pesquer. Ja hi n'hi pas pracó, ni gosat ni dona, segui sempre net mon caminador. Passa el món de l'agrado pas, conangue per un passo pas. Passa el món de l'agrado pas, conangue per un passo pas. Tothom aquí maldis de lleu, leva-li moits, ben écoute, Brassens, parce que on admirait, moi j'ai toujours admiré, mes camarades musiciens aussi, et on s'est dit on va se faire un plaisir énorme. On va mettre Monsieur Brassens, le père Georges, on va le mettre en occitan. Voilà. Et alors on a demandé les autorisations préalables, on a eu toutes les autorisations, avec en plus tous les encouragements des ayants droit, des éditions de la famille, merci beaucoup à eux, c'est pas toujours le cas. Et on a fait ça. Et on s'est régalé de le faire. En plus, moi j'avais une dette personnelle envers Georges Brassens, par l'intermédiaire d'Henri Douveau, immense parolier, musicien, écrivain de Carcassonne, qui était un de mes amis. J'ai un jour, il avait parlé de moi à Georges Brassens, le directeur du théâtre de Carcassonne, Jeannot Allary, qui était très ami avec Brassens, il avait dit ici un type vaillant, il y a une baleine ici. Et le vaillant, c'était moi, parce que je chantais en occitan, tu vois, c'était pas évident. Ça a étonné pas mal de monde. Et alors, ils ont passé, je crois que c'est Jeannot Allary qui a passé en 45 tours, le premier. Et Georges Brassens a dit, puis c'est vrai qu'il est vaillant. Voilà. Et bien, à Carcassonne, ce serait bien qu'il fasse avec d'autres chanteurs la première partie. Et voilà. Et donc, j'ai fait, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas été facile dans la programmation, parce que la première partie, ils avaient un espace de plusieurs chansons. Si moi, autant de chansons je chantais, autant de chansons je prenais sur leur espace. Et alors, je me rappelle, Georges Brassens, que cette discussion énervait un peu. Moi, je disais rien, j'étais un peu l'invité surprise, là. C'était au cours d'un repas, d'ailleurs, chez Henri Gouveau, chez les parents d'Henri. Et je le revois se lever en disant, bon, écoutez, on va passer au dessert, on ne va pas m'éhôter, là. Le temps qu'il lui faut, tu le prendras sur moi, ça te va? Il y a eu une violente polémique à un certain temps entre certains chanteurs de Ventadour et Jean Prouverlier. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors bon, c'est parce que, tu sais, c'est un peu... le néophyte, nous on venait d'entrer en chanson, tout ça, la coopérative Ventadour, ça faisait 10 ans, quoi. Or, cette coopérative-là, c'était notre religion. On était véritables croyants. Il y a eu une controverse qui ne servait strictement à rien, qui n'a pas empêché Jean-Paul Verlier et Jean Paul de faire ses chansons et d'aller où nous, on ne pouvait pas encore aller. Et nous, on a continué à faire chez Ventadour, mais j'ai toujours été émerveillé par sa façon de chanter, par ses accompagnements musicaux, par sa manière très
très rock, de porter l'occitan. C'était une manière péchue et très poétique, là, parce Oui, tout à fait. avec des gens comme Michel Chapdeuil, il faisait, voilà, et donc j'ai toujours eu plaisir à le retrouver, et je peux le dire, je l'ai toujours défendu. Il y a un truc que je peux te dire peut-être, si tu veux le savoir, c'est que nous avons un projet de faire à deux un disque, dans lequel il chanterait de mes chansons, moi je chanterai quelques-unes des siennes, nos camarades musiciens avec leurs influences propres vont se mélanger également, et peut-être qu'on en proposera une ou deux qui sont complètement inédites. Le Grand Prix du disque Charles Cros, ça a dû te faire Ouais, du bien. j'étais un peu le premier surpris, et puis je suis monté avec Yves Rouquette là. Et on n'était pas le dimanche, mais presque tous les deux. Et bon, mais c'était très sympa, on a rencontré après d'autres chanteurs, ceux qui recevaient le Grand Prix pour chef d'orchestre, la musique symphonique, Grand Prix de violoncelle, etc. Donc là aussi, tu élargis ta perception du monde. Claude Marty, l'instituteur chanteur occitan, enraciné en terre d'oc, ne pouvait rester indifférent à la crise viticole et à la lutte des comités d'action viticole. Faites de la qualité et vous vous en sortirez. C'est vraiment catastrophique au niveau de notre région et tout à fait mensonger, puisque quand on entend dans les radios périphériques qu'il faut des vins italiens pour faire passer des vins français, nous entendions ce raisonnement il y a 15 ans, à l'époque on faisait rentrer les vins d'Algérie, et on entendra demain, au niveau des vins espagnols, que les jamais d'Espagne rentrent aussi dans le marché commun. Si vous faisiez de la qualité, nous n'aurions pas besoin d'aller la chercher en Italie. Puisque l'Italie, c'est un secret pour personne, a importé l'an dernier, a exporté 17 millions d'hectares de vin de plus qu'elle n'avait récolté, et elle a été la plus grande importatrice de sucre. Elle a aussi importé 4300 tonnes d'acide tartrique pour la fabrication de ce vin industriel qui est venu inonder le marché. Cela se traduit pour les viticulteurs par une misère croissante et l'obligation pour les femmes ou pour un autre membre de la famille de ramener un salaire à la maison pour en équilibrer le budget. En fait, pour la majorité des viticulteurs, il s'agit de se battre ou bien de disparaître et sans aucune autre qualification d'aller rejoindre les 1 500 000 chômeurs. Après d'infructueuses négociations avec Chirac, Fourcade, Bonnet pour obtenir l'arrêt du trafic, les viticulteurs prennent leurs affaires en main et dans la nuit du 29 février au 1er mars, rendent une visite à Ramel. Ramel, désigné par Fourcade lui-même comme étant du nombre des 5 plus grosses firmes françaises d'importation de vin italien, est un patron qui a de l'appétit. Le vin ne lui suffit pas, il possède entre autres le monopole de la concession Berlier en Bulgarie. Les camions renversés, les cuves brisées, le vin déversé sont autant de manifestations de la justice de classe que des viticulteurs ont rendu ce jour-là. Donc le CAV est une organisation qui n'existe pas. C'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de président, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de statut, il n'y a rien du tout. Le comité d'action viticole, nous étions dans une société qui a complètement disparu, nous étions dans une société où on était dans le romantisme Che Guevariste. Même ceux qui ne savaient même pas qui était Che Guevara. C'est-à-dire que pour pouvoir t'exprimer, tu prends les armes, tu te bats, tu te luttes. Et puis il y avait aussi, dans cette société occitane, il y avait un machisme qui était installé. Donc le gars qui avait les muscles dehors, il était écouté. Voilà. Donc il y avait cette organisation qui était comme ça, là, un comité d'action viticole, et ça s'est passé comment? Quand on était en crise, il y avait le syndicalisme traditionnel
la Fédération des caves coopératives, la FNSEA, le CNJA, etc., qui négociaient, qui se montaient à Paris et tout, et puis qui échouaient. Et à ce moment-là, il y avait un mot d'ordre qui partait, comme ça, en disant, bon, ben, il faut bouger. Alors, il faut bouger, on se réunissait par village, on s'organisait, on nommait quelqu'un comme l'organisateur, pas comme le chef, comme l'organisateur. Ça se décidait très localement et très petitement. On disait, bon, il y a tel négociant qui nous emmerde, il y a ceci, etc. Bon. Et voilà, ça partait comme ça. Nous avions la volonté de mener des actions qui étaient directement en relation avec notre problématique. C'est-à-dire que dernièrement, il y a eu des péages brûlés, machins, etc. Moi, je disais souvent aux copains, je suis un consommateur de Lille, de Tourcoing, de Paris, de Marseille. Je prends le journal et je vois les viticulteurs brûler les péages. Comment je peux comprendre que c'est lié à la misère viticole? Non, ça n'a rien à voir. Par contre, quand je vais péter la queue des négociants, là, ils comprennent. Là, ils comprennent. Quand je vais, alors, il y a, là, nous, c'était un peu limite, on en avait contre le gouvernement, parce que, bon, les gouvernements successifs ont été très méprisants à notre égard. Et c'est le mépris qui amène aux excès, parce que, bon, c'était de l'excès. Bon, aller faire répéter, on est quand même une démocratie, tout ça, bon, aller faire répéter les cuves négociales, c'est quand même pas normal. Donc on était dans l'excès, mais on était dans l'excès à cause du mépris des négociants, qui se foutent de notre gueule complètement, qui nous ruinaient, et le mépris des pouvoirs publics, on leur faisait péter les perceptions. Parce que pour nous, la perception, c'était le symbole de l'État, c'était... Voilà. Je leur disais, mais d'abord, quand on fait une action, on l'a fait professionnellement. Deux, jamais on met la vie de quelqu'un en péril. Mais jamais. Si on a un doute, on ne fait pas l'action. On fait pas. Alors, même si après vérification, il n'y avait personne, on ne fait pas l'action quand même. Et puis, il faut, comment dirais-je, il faut être logique par rapport à l'intensité de l'action, par rapport à l'objectif que l'on mène ou à la revendication que l'on mène. Quand on est sur un débat qui est un débat, je dirais, de réglementation européenne, par exemple. Bon, on peut faire des manifs, on fait des barrages, bon, très bien. Quand on est sur un débat qui fait que le vin chute de 20 ou de 30% et qu'on ne peut plus payer la banque, le truc, là, il faut monter en degré. Et voilà, donc ça se fait comme les comités d'action viticole, ça s'est fait comme ça, et ça marchait très très bien parce que il y avait une conscience que nous appartenions à une même communauté. Ce moment où ce mouvement viticole devient excessivement fort, puissant, c'est le moment aussi de la nouvelle chanson occitane. C'est-à-dire l'apparition de chanteurs comme Claude Marty, mais je voudrais aussi citer Mas de Breich, Marie Rouanette, la femme d'Yves Rouquette, Patrick, enfin beaucoup de chanteurs qui expriment à la fois cette revendication occitane, perché m'en passe dit à l'école, pourquoi on ne m'a pas dit à l'école, l'union de mon pays, et Boulembur al pays. Boulembur al pays, justement, ce slogan, qu'on avait vu apparaître aussi sur le Larzac, avec Gardarem le Larzac, parce que c'est au même moment tout ça, Boulembur al pays, ça devient le nom d'un mouvement qui naît en 1974 à la suite de la campagne avortée malheureusement de Robert Laffont, grand intellectuel occitaniste, aux élections présidentielles. Donc on crée ce mouvement à la base avec des comités, c'est un mouvement qui se veut autonomiste, de gauche, et qui est présent, qui veut être présent dans toutes les luttes sociales donc de l'Occitanie, et particulièrement de celle du Languedoc. J'étais occitan, mais je le refoulais. Et je le refoulais parce que j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Parce que, de façon inconsciente, après je l'ai construit, mais d'abord de façon inconsciente,
j'étais internationaliste. Après, j'ai milité, j'ai participé à Lutte Occitane comme mouvement politique, c'est le seul parti auquel j'ai eu une carte, entre guillemets. Et puis voilà, et puis ça a continué comme ça, et puis il faut quand même reconnaître que tous les garçons du mouvement culturel occitan, ou les filles du mouvement occitan, j'étais très copain avec Claude Alranc, qui faisait le théâtre de la carrière, qui a fait Monsieur Laborde et Résurrection de Monsieur Occitania. Tous ces gens-là m'ont, encore une fois, m'ont nourri de la culture occitane. Lutte Occitane, c'est des militants dispersés sur l'ensemble de l'Occitanie, essentiellement Provence-Languedoc, un peu Midi-Pyrénées. Après, c'est devenu important, beaucoup plus important à Midi-Pyrénées, mais au départ, il y en avait très peu de Midi-Pyrénées. Et on a fait des réunions parce qu'on voulait structurer ce que nous apportaient les chanteurs. On s'est dit, mais tout ça, c'est dispersé, ça n'a pas de cohérence, etc. Et donc, on s'est dit, bon, il faut monter un mouvement. Bon, donc, on a commencé à réfléchir ensemble. On était un peu moins cons que d'habitude, c'est-à-dire qu'assez rapidement, on est tombé d'accord sur des objectifs, sans aller chercher la petite bête. On est tombé sur l'accord sur des objectifs qui étaient: on veut une autonomie, c'est-à-dire qu'on est toujours français, on veut rester à la France, on s'en fout, nous on est européens, on est internationalistes, on s'en fout. Bon. Donc, mais on veut une autonomie, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir pratiquer notre langue, donc on voudrait que l'occitan soit une langue reconnue officielle de la France, après, bon, on était dans une logique qui était de gauche, c'est-à-dire l'application de la liberté d'expression, des droits de l'homme et tout ce que vous voudrez, quoi. Voilà, donc des choses qu'on peut retrouver dans des partis politiques qui ne sont pas occitans. Et à ce moment-là, nous avons rencontré, ça aussi, ça fait partie de ce que j'ai eu comme information et que j'ai pu garder, c'est que nous avons rencontré alors des gens qui, eux, étaient indépendantistes, mais bon, les Corses, les FLNC, l'ETA et les Irlandais, l'Iran. Moi, dans le cadre des comités d'action viticole, moi j'ai été chargé des contacts avec l'ETA. Jean Bialade était chargé des contacts avec la Corse. Moi aussi, j'y suis allé, j'étais à Aléria. Était chargé des contacts avec la Corse, et puis d'autres copains étaient chargés des contacts avec l'Iran. Et donc, quand on rencontrait ces gens qui étaient vraiment des nationalistes, qui défendaient leur culture avec parfois des raisons, là aussi, ça m'a nourri de l'envie de défendre le pays que j'habite et dans lequel j'essaie de partager avec les autres. Claude, c'était un viticulteur. Pour moi, il était instit, d'accord, mais c'était un viticulteur. Il sentait la terre, il sentait la vigne, il sentait les problèmes, il était imprégné, et il n'y avait pas de différence entre lui et nous. Et en plus, comme il était un peu costaud, de temps en temps, il venait passer un moment avec nous, et bon, il se détendait. Et un jour donc, à Trèbes, au pont des Forges, où il y avait une rente particulièrement à plusieurs niveaux, le pont du chemin de fer, la route, les jardins, les vignes, etc. Et c'était vraiment dans la fumée. Je me souviens, c'était dans la fumée des lacrymogènes. Il y avait déjà plusieurs blessés qui avaient été emportés. Et André Caz passe à côté de moi, le visage noirci, et il me dit: ça, tout ça là, tu vas le chanter tout ça, il faut que tu le chantes, chante-le tout ça, chante-le, t'es pas qu'à le canter. Et donc, c'est comme ça que sont nés les commandos de l'année. Voilà. Si anem bats en un scalfaire guerro,
a non partire a missionei, tuttaro, Dario e Lavarero, nostra parena de sovei saben plan, che si sa altro ruto, marcion luz del Menervés, Carcassés e Corvieros tutto, servus commandos de la nuit. Oui, tout à fait. Marty, il était instituteur à Coufoulens. Coufoulens, c'est un village viticole près de Carcassonne, pas loin de la propriété d'un des grands leaders de cette époque de la lutte des comités d'action viticole, André Cazes, mais aussi très ami, très proche avec des leaders, des figures comme Jean Vialade, lui qui était plutôt des Corbières, du côté de Pechlatte, comme Jacques Mestre, qui lui était plutôt du Minervois. Mais d'abord, il y a une raison familiale. La femme de Claude Marty, Gisèle, était fille de vigneron du Minervois. Donc Marty était, donc, tout ce que je viens de dire, les raisons familiales, les raisons de chanteur, de porte-drapeau, voilà. Et il joue, bon, il est dans les manifestations. Moi, je me rappelle quand on a barré toutes les routes du Midi et enlevé tous les panneaux pour dire le Midi se rayait de la carte. L'idée c'était une question d'image pour montrer que si les plans européens à la Mansholt ou des grands négoces aboutissaient, c'était le Midi qui serait rayé. Donc on a enlevé les panneaux pour que les touristes sont allés se perdre dans les petites routes. Donc c'était début août 1975. Ouais. Et Marty, comme tous les militants de Boulin-Bural-Pays, et j'en faisais partie, eh bien, on a participé à cette nuit de lutte, et donc Claude y était, mais c'était tout à fait normal, personne ne trouvait ça anormal. Donc quand plusieurs mois après la malheureuse fusillade de Montredon, terrible, cet affrontement direct donc, entre une partie en tout cas du peuple viticole et les forces de l'ordre et les CRS, il y aura quand même 2 morts et une trentaine de blessés. Le leader qui était dans le collimateur du pouvoir central, du gouvernement, enfin, il y en avait plusieurs, il y avait Michel Romain aussi, mais surtout André Cazes. Et André Cazes donc a été sa propriété qui avait été menacée, y compris par des groupuscules d'extrême droite ou pas très dangereux. En tout cas, on va garder notre leader, on va le protéger. Sa famille, parce qu'il y avait sa femme, il y avait ses gosses, et il n'était pas question qu'on touche à un cheveu de ce leader. Donc Marty a contribué à organiser les gardes, les protections musclées des vignerons pendant plusieurs semaines. Nous avons pensé que la viticulture seule ne résoudrait pas, les viticulteurs seuls ne résoudrait pas leurs problèmes, et c'était une histoire de travailleurs occitans. Alors dans l'ordre, d'une part, Vialade a porté la solidarité à une usine à Chalabre, et nous, les viticulteurs qui se reconnaissent dans le Mivoc, nous sommes allés fêter le 1er mai avec les travailleurs de chez Griffet, parce que nous nous considérons aussi comme des travailleurs, exploités au même titre que les travailleurs de l'industrie, et que nous avons voulu montrer que le jour de la fête des travailleurs, nous devions, en tant que viticulteurs, être présents dans ce genre de manifestation. Nous nous trouvons exactement dans la situation des mineurs de Decazeville en 1960 et 1962, où on a décidé par un coup de baguette magique, enfin pour des intérêts de l'État, de fermer des mines qui étaient rentables, et on les a fermées, et où nous actuellement on a décidé pour des intérêts de l'État de fermer la viticulture, et on la fermera à une condition, c'est que nous ne laissions pas faire. Et quand nous disons qu'on est en train de transformer notre pays en bronze de cul de l'Europe, on fait ce qu'on disait. Je le savais personnellement d'autant plus qu'en 1969 ou 70, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Manciol, qui était le grand patron à l'époque de l'Europe verte, et qui m'a dit « Monsieur, votre région doit devenir la cour de récréation de l'Europe ». Je cite. C'est clair. Ça veut dire que nous ne rapportons plus assez au niveau des grands intérêts financiers. Il y a une autre spéculation qui est la spéculation touristique qui rapportera davantage et qui rapporte davantage, moyennant qu'on nous vide pour faire place à la spéculation touristique.
avec des leaders comme Vialade et puis le travail qu'on menait, Boulogne-Bureau-Alpaïs, a grandi cette idée que ce n'était pas simplement une lutte de vignerons contre le négoce pour vivre au pays, pour avoir un revenu correct, pour vivre de la vigne, pour garder les villages, mais c'était aussi une lutte plus large de toutes les classes sociales, disons, populaires. Les ouvriers, quand il y avait des usines qui fermaient, comme à Chalabre, hein, à côté de Limoux, ou les luttes des pêcheurs qui voulaient conserver leur pêche, leurs petits bateaux sur le littoral, ou les luttes des petits commerçants pour conserver ouverts les commerces pour qu'ils continuent à vivre. Tout ça s'est réuni, s'est rassemblé dans un mouvement. Le 5 février 1976, il y a eu 4 manifestations le même jour, 20 à 25 000 personnes à Nîmes, autant 20 à 25 000 à Montpellier, autant à Carcassonne et à Perpignan, donc dans les 4 villes les plus importantes du Bas-Languedoc, autour de ce slogan « Boulogne-Bureau-Alpaïs ». Et là, ensemble, défilaient ensemble le Comité régional d'action viticole, le syndicalisme viticole, la CGT, la CFDT, le SIDUNATI, qui était le syndicat à l'époque des petits commerçants, et la Fédération de l'éducation nationale, qui était la structure fédérale regroupant les syndicats d'enseignants. Oui, mais enfin, ils étaient là, et à la tribune, c'était le drapeau occitan, pas le drapeau français, en tout cas, c'était le drapeau occitan qui l'exprimait, et avec la revendication Boulogne-Bureau-Alpaïs. Et nous voulons vivre au pays, après ça s'est transformé en plutôt vivre et travailler au pays, ça a été repris par les forces de gauche. Il y a une violence dont on ne parle jamais, et il faudrait peut-être en parler, c'est la violence économique. C'est la violence que subit l'homme ou la femme qui doit partir de son pays pour aller travailler très très loin. C'est la violence que subit les parents qui voient partir leur enfant. C'est la violence de l'ouvrier sous-payé et dont finalement l'usine ferme. C'est la violence des marins pêcheurs, des étances de la Méditerranée qui ont des problèmes avec les différents aménagements touristiques du littoral, avec la pollution de la mer. Tu nous expliques les raisons pour lesquelles tu penses avoir été emprisonné? Oui, bon, moi je pense que au moment où c'est arrivé, c'était simple à comprendre. Première raison spontanée de la part des pouvoirs publics, je pense, c'est essayer de décapiter la tête de l'aile dure pour que les manifestations retombent dans la tradition et soient beaucoup plus calmes et beaucoup plus traditionnelles. La deuxième raison, qui est une raison politique, c'est que depuis le début des manifestations, nous dénonçons, et nous sommes pratiquement les seuls à dénoncer, nous avons été surtout les premiers à dénoncer les ennemis de la viticulture, c'est-à-dire les négociants, essentiellement, bon, évidemment, les pouvoirs publics qui sont les complices des négociants parce que les négociants se cachent derrière les lois des pouvoirs publics pour pouvoir mieux nous étriper. Ces deux raisons suffisent largement à expliquer, je pense, mon entournement. Maintenant, je crois qu'ils se sont trompés parce que, vu la réaction des gens et vu la mobilisation qui a déclenché mon emprisonnement, c'est ce que nous disons qui a l'air d'être compris par les viticulteurs, et c'est les viticulteurs qui ont l'air de poser les mêmes problèmes que nous. Alors que si on avait dit des choses qui étaient complètement farfelues, bon, on m'aurait laissé en tôle. Et il y a une vague d'interpellations dans les milieux occitans. Comme il y en avait eu d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on était dans un contexte où la Bretagne aussi bougeait beaucoup. Il venait d'avoir quelques mois avant les événements en Corse d'Aléria, avec l'arrestation d'Edmond Simeoni. Donc il y avait ce contexte pour le pouvoir peut-être inquiétant. Et donc il y a eu cette vague d'interpellations. Aussitôt d'ailleurs, le comité Action Viticole s'est solidarisé et a demandé la libération des militants arrêtés, dont Marty, dont Henri Fabre-Colbert, bien d'autres, une vingtaine, qui ont été libérés dans la soirée. Je me rappelle, j'ai fait partie d'une vague d'arrestations, c'était le 3 novembre, début novembre 1975, et ici le pays a commencé là vraiment à vibrer de partout. Là. Ça, et bon, chanteur occitan, j'ai été sauvé par un truc, c'est que
Interrogé, je crois que c'était, il m'a demandé où j'étais le samedi 8 janvier de l'année 1975. Et ça, c'était en novembre. Et je m'en souvenais parce que c'était une date phare. Je crois que j'étais au Théâtre de la Méditerranée à Toulon. Oui, à Toulon. Et ce soir-là, Daniel Herrero, une partie de l'équipe de ses copains de Toulon était venue. Et j'ai dit, écoutez, vous avez été témoin, théâtre, j'étais téléphoné au Théâtre de la Méditerranée, ou téléphoné alors, et je ne sais pas comment, on a eu Daniel Herrero, le garçon, il était avec nous, là, il a chanté sur scène, c'est bon. Pierre Heidorff est donc scénographe. Et pour lui, la matière, c'est quelque chose qu'il dompte magnifiquement bien. Et le fait de transformer un chai en théâtre est pour lui un vieux rêve, quelque part un vieux rêve, parce qu'il a beaucoup travaillé à Bussan, au théâtre de Bussan dans les Vosges, et donc il avait envie de refaire un lieu plus petit, bien sûr, mais dans le même esprit, c'est-à-dire que le chai lui-même n'a pas beaucoup de bois, mais il y a rajouté beaucoup de bois, ce qui donne un acoustique merveilleux, une acoustique merveilleuse. Voilà, le rapport scène-salle qu'il a mis en place est magique, parce qu'il n'y a pas de concurrence entre le spectateur et le plateau. Chacun a, c'est un théâtre très citoyen déjà dans sa forme, et quoi rajouter d'autre, c'est-à-dire que tout est pensé pour l'artiste et pour le spectateur. Et c'est pour ça que c'est un théâtre qui fonctionne bien et qui plaît tellement et aux artistes et au public qui vient. Nous n'avons pas de convention ni quoi que ce soit. Tout cela est venu au fur et à mesure. Nous, notre désir au départ, c'est bien sûr continuer de créer. Ça, c'était la première des choses. Nous avons décidé, une fois qu'on a commencé à penser le théâtre, nous avons décidé de travailler aussi avec les habitants du territoire. C'est très, très important dans un monde rural de ne pas venir avec un savoir sans le partager aux autres. On a vraiment envie que ce lieu soit un lieu ouvert à tous, et qui soit très très convivial aussi. Écrit de Carcassonne, c'est l'histoire d'un instituteur qui écrit à son cousin qui est parti à Paris. Alors en fait, depuis ce que j'expliquais, que le travail que je mène avec les amateurs, on essaye de raconter des histoires locales. Et en fait, quand Claude a signé ce livre, je suis allée le jour de la signature et j'ai dit, mais Claude, il faut qu'on le monte, ça. Il était de notre monde. La seule différence entre lui et nous, c'est que lui, il était capable d'écrire des choses magnifiques, de chanter des choses magnifiques, c'est tout. Mais il était... la seule définition que je puisse donner de Claude à cette époque-là, il était viticulteur au même titre que moi. Il avait la vigne en lui, et la défense de la vigne en lui. Il était de notre peuple, il était un vigneron, il était de chez nous, il était... Voilà, c'était un frère, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il a laissé des traces chez eux, mais quelque chose de merveilleux, parce qu'il adorait raconter des histoires, bien sûr, ce qu'il est. C'est un poète, c'est un musicien, c'est un pédagogue hors pair, et donc il leur a appris l'histoire, la géographie merveilleusement bien, et ouvert tout un monde complémentaire au nôtre, et donc ça fait des enfants très heureux et très épanouis. C'est la première fois cet après-midi que j'ai l'occasion de chanter avec lui. J'ai essayé de le masquer, mais j'ai été très ému, parce que Claude Marty, pour moi qui suis un petit peu plus jeune que lui, c'est quelqu'un qui m'a construit. La rencontre avec lui, avec des gens comme Atahualpa Yupanqui ou Paco Ibáñez, quand j'étais, ou Enrique Morente ou d'autres, a été vraiment déterminante. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai toujours énormément respecté pour son engagement, sa simplicité, sa créativité. Oui, et en même temps sa discrétion et sa cohérence.
sa cohérence. E Marceli Albert e la comuna de Narbona, tutti lus che han cridat libertà. Sai parlar d'un país que vol viure. Sai parlar d'un país que vol viure